Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Petites Transmissions, le podcast à destination des professionnels de la petite enfance et des familles. Je m'appelle Lika Sarr, je suis formatrice petite enfance et thérapeute et avec les crèches et écoles Montessori Les Petites Canailles, nous vous proposons des épisodes qui abordent en toute transparence les sujets du quotidien de nos métiers. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Sama Karaki, neuroscientifique, autrice et fondatrice du Social Brain Institute qui met son expertise au service d'une meilleure compréhension des comportements humains. Dans cet épisode, nous allons plonger ensemble dans un sujet fascinant, le rôle du jeu dans le développement des apprentissages chez le jeune enfant. Comment le jeu, bien au-delà de l'amusement, peut-il influencer l'émergence du libre arbitre, l'éveil individuel et les capacités d'apprentissage pour tout le reste de sa vie. À travers les éclairages neuroscientifiques des neurosciences sociales et cognitives, Sama nous aidera à explorer la manière dont les premières expériences du jeu façonnent les fondations de la personnalité et de l'intelligence des tout-petits. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous guider dans cet échange riche et inspirant avec Sama Karaki. Bonne écoute. Petite transmission. Bonjour Sama Karaki. Bonjour Lika. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de vous recevoir sur le podcast Les Petites Transmissions parce qu'il me semble que tout ce que vous allez pouvoir nous apporter et puis l'éclairage que vous allez pouvoir nous donner est très précieux pour les professionnels de la petite enfance qui sont sans cesse en quête de sens dans leur pratique et toujours soucieuses de mieux faire et peut-être qu'on pourra revenir sur leur représentation vis-à-vis du thème dont on va parler, le jeu, et donner un petit peu plus de consistance du fait de vos formations et de votre expertise en neurosciences. Peut-être pour commencer, je vous ai présenté en introduction, mais peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire comment on devient neuroscientifique? Qu'est-ce que ça veut dire et quel a été votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à porter votre intérêt en partie, en tout cas, sur la petite enfance? Alors, on peut déjà les neurosciences, c'est l'étude des bases biologiques des phénomènes cognitifs, psychologiques, des maladies neurodégénératives, de tout ce qui est processus de pensée, de la mémoire, de l'attention. Et donc, on peut y arriver soit par la psychologie, soit par la biologie, soit même, moi je suis arrivée par vraiment la biologie moléculaire, par l'étude des gènes impliqués dans les comportements. Et voilà, ça devient en fait une discipline qui touche quelque part à d'autres disciplines telles que l'éducation, la philosophie et la psychologie et l'éducation bien sûr. Ce qui fait que je m'intéresse entre autres à la construction de la société. Ça veut dire comment est-ce que ces cerveaux circulent dans le monde, que ça soit dans le milieu urbain, que ça soit dans les écoles, que ça soit dans les milieux de petite enfance. Qu'est-ce que anthropologiquement a changé dans notre rapport au monde? C'est un peu ce qui m'intéresse, ce qui me passionne personnellement. Et j'essaye de tourner mon travail pour croiser des regards qui vont s'intéresser à des sujets tels que le jeu libre ou même tels que aussi la réflexion que nous pouvons porter sur la réussite scolaire. Voilà, donc ça c'est après je sors des neurosciences pour croiser d'autres expertises et faire plutôt en fait une perspective multidisciplinaire. Et ça, on le retrouve notamment par la création de du Social Brain Institute. Il me semble. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, à la base, c'était une forme de think tank où se retrouvent plusieurs experts de différents domaines et des experts du terrain pour se poser des questions communes, ce qui ne se fait pas en fait dans les universités ou dans les laboratoires de recherche. On travaille en silo bien détachés. Et après, en fait, on a commencé à travailler ensemble sur un projet en collaboration avec des organisations internationales, avec des municipalités, avec des collectivités, pour réfléchir des questions liées à la justice sociale et environnementale, à l'apprentissage, mais aussi au lieu du travail. Voilà, donc en fait, c'est devenu une forme d'organisation qui
qui peut être mandaté pour faire une étude bibliographique multidisciplinaire, donc qui engage plusieurs chercheurs et aussi bien sûr des personnes de terrain. Passionnant, ok, super. Pour revenir à notre sujet, donc le jeu, est-ce que vous avez parlé de cette notion de jeu libre? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent, particulièrement en crèche, chez les assistantes maternelles. C'est un mot assez commun, d'ailleurs, qui est pas toujours très clair pour les parents quand on leur fait des transmissions sur le sujet. Et c'est un petit peu un mot un peu fourre-tout. Moi, j'aimerais savoir ce que vous mettez derrière cette notion de jeu libre, peut-être depuis le prisme des neurosciences, comment on le définit et comment on le regarde. Alors, je ne sais pas s'il est nécessaire d'ajouter libre à jeu, parce que tel qu'on l'entend, c'est le jeu et il est engagé, dirigé par pas que l'enfant d'ailleurs, parce que l'adulte joue également, et pas que l'enfant et l'adulte humain. Il y a beaucoup d'autres espèces animales qui jouent. Et ce que dans le domaine des neurosciences cognitives, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont penchés sur en fait à quoi ça sert. Voilà, à quoi ça sert. Et c'est là où ça va rentrer en opposition avec la définition que nous donnons du jeu comme étant quelque chose de ludique et de pas primordial. Ça veut dire qu'il y a d'abord l'apprentissage et ensuite le jeu, quand on a fini en quelque sorte ce qui est utile. Et en fait, c'est là où ça n'a pas de fondement scientifique d'avoir cette considération, parce qu'on réalise que le jeu initié par encore une fois les espèces animales ou par l'enfant sont en fait à l'origine de la construction d'une résilience de santé mentale, d'un développement de motricité, de son intersubjectivité, des relations sociales, de la tolérance à l'incertitude. Je pense qu'on va en parler aussi, mais tous ces éléments sont étudiés au sein de la discipline, à la fois de psychologie et des neurosciences, et montrent en fait que ce sont des compétences très centrales, et ne sont pas des compétences secondaires, ce sont des compétences centrales qui d'ailleurs permettent d'apprendre le monde et de faciliter finalement aussi ce que l'école cherche, parce que ça permet une flexibilité mentale et un raisonnement abstrait. Oui, ok. Vous avez parlé tout à l'heure de votre regard aussi anthropologique sur l'évolution des phénomènes et particulièrement du jeu. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette évolution-là oui. Et puis peut-être spécifiquement ce qu'on observe aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs prismes. On a fait une table ronde avec Marie-Jean Maître, on a organisé, qui s'occupait de la Maison de la Créativité à Genève, et on a invité plusieurs chercheurs, et on a en fait publié un ouvrage d'une analyse interdisciplinaire sur la disparition du jeu libre. Donc, il y avait une anthropologue, il y avait un sociologue et il y avait un médecin. Et l'anthropologue, son travail était assez intéressant parce qu'elle cherchait à analyser les raisons de la disparition du jeu libre, et actif et extérieur. Ça veut dire que la présence de l'enfant dans l'espace public, la présence qui nécessite un certain temps pour qu'il commence à engager une relation avec les éléments, et donc développer des règles de jeu. En fait, peut-être notre génération, ce qu'on craint, ce qu'on soit la dernière génération qui a pu faire cela. C'est-à-dire qui a pu se retrouver librement avec des éléments naturels, pas avec des jouets déjà construits, et qui joue en fait avec l'handicap, qui s'handicape, qui s'auto-handicape, qui se bande les yeux, qui recherche des éléments et qui les transforme. Donc en fait, il y a aussi beaucoup de créativité dans ces moments-là, qui surgissent souvent de l'ennui et qui finalement mènent à l'invention du jeu libre. Et en fait, il y a plusieurs raisons qui peuvent passer par l'insécurité ressentie par les parents, par le fait qu'il y a des activités qu'on propose aux enfants qui les amènent d'un lieu à un autre, qui durent 35-45 minutes et qui lui permettent pas d'arriver à engager ce jeu, par la culture de la chambre, c'est-à-dire que l'enfant qui existe dans sa chambre en manque d'interaction sociale avec un ensemble de jouets, et aussi par en quelque sorte une caractérisation de ce qui se trouve dans les crèches, donc des lieux qui déjà portent beaucoup de réponses et n'amènent pas à l'enfant la possibilité de se poser lui-même des questions. Oui. Ce que vous dites par rapport à la peur, l'insécurité
ressenti chez les parents. Bien sûr que en crèche, chez l'assistante maternelle, ce sont des choses qu'on ressent et qui se retransposent naturellement sur le professionnel qui est responsable des enfants, en tout cas de cette collectivité. Et comment on peut proposer, c'est un peu bizarre comme verbe, mais oui, comment on peut proposer finalement un environnement qui, à la fois, permet à l'enfant de porter son attention sans être trop stimulé, sans avoir trop de réponses. Vous voyez, qu'il puisse, et en préservant cette sécurité-insécurité, mais cette prise de risque pour autant, en tout cas, cette tentative d'expérience, mais dans un cadre, quoi. Enfin, c'est une question qu'on se pose beaucoup. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, dans le rapport que nous avons développé, il y avait la question des pressions subies par les professionnels de la petite enfance, par les parents, mais pas que, aussi par les collectivités, parce que tout accident que l'enfant subit, c'est vraiment les professionnels qui portent la responsabilité. Et donc, il y a cette politique de zéro risque qui caractérise le travail au sein des crèches, mais aussi, par exemple, on peut le voir dans l'architecture des aires de jeu qui sont élaborées de sorte à ce qu'il n'y ait aucun risque que peut arriver à l'enfant. Et en quelque sorte, on lui enlève l'apprentissage de comment gérer les risques, parce que il y a toujours une tension, ce qu'on appelle en anglais relaxed alertness, qui se traduit par une forme d'un état alerte, mais qui est quand même sécurisé. C'est comme ça que se produit tout apprentissage. Ça veut dire, je sens que je suis dans un état, dans un lieu familier, dans quelque chose qui est sécurisé, dans le regard, par exemple, du parent ou du professionnel. Et là, je peux aller challenger mes capacités. Donc, en fait, bien sûr qu'il ne faut pas, il faut toujours mettre l'enfant c'est en ça d'ailleurs que le dispositif Montessori, c'est intéressant parce qu'il y a une forme de polyvalence dans les dispositifs qui font que l'enfant va avancer au fur et à mesure qu'il gagne en confiance. Et donc, il reste dans sa zone proximale de développement. On aime bien cette expression. Mais nous aussi, on a des zones proximales d'aisance pour faire quoi que ce soit. Ça veut dire que pour faire n'importe quel sport, n'importe quelle action, on avance doucement, on gagne on automatise petit à petit et après on explore. C'est comme ça que se produit tout apprentissage. Et donc, il faut qu'il y ait du défi. C'est la contrainte. Elle est essentielle dans l'apprentissage, elle est essentielle dans la créativité. Donc, positionner, moi, des fois, je le dis, et c'est un peu, ça heurte des fois, je veux dire il faut qu'il y ait le droit à la chute. C'est-à-dire que l'enfant, il faut qu'il ait le droit de chuter, parce que c'est en chutant que l'enfant apprend à mieux chuter, à ne pas se... Je me rappelle de témoignages du pédiatre qui était avec nous dans cette table ronde, qui figure dans le rapport aussi, qui disait que les enfants qui ne jouent pas d'une manière libre et active, quand ils tombent, ils ont beaucoup plus de fractures. Parce que vous le voyez, les enfants qui grandissent un peu dans un jeu dans lequel ils sont libres de monter un peu dans les arbres, de tourner, en fait, ils savent tomber. Ils savent se protéger. Mais c'est pas en tombant qu'on développe le muscle. C'est vraiment en jouant. Et en jouant dans des cadres qui sont un peu incertains. Alors du coup, la posture de l'adulte, je sais que c'est compliqué de dire alors comment on fait, c'est de sécuriser le lieu avant l'arrivée de l'enfant. Ça veut dire de penser à ce que qu'il faut pas qu'il y ait, selon l'âge des enfants, des cordes qui peuvent, mais on peut aussi imaginer des éléments qui peuvent de l'extérieur paraître comme dangereux, mais en fait ils ne le sont pas. Et ça on le sait, c'est-à-dire quand on permet à l'enfant, et ça c'est encore Marie-Jean Maître qui a développé un peu des outils dans des espaces ouverts aux enfants, qui leur permettaient de porter des objets très lourds. D'ailleurs même il y avait une pièce où il y avait de la porcelaine, et les enfants à l'âge de 3 ans, ils portaient la porcelaine avec beaucoup de précautions, parce qu'on les met en confiance et ils sont en capacité en fait de se sensibiliser à ces objets. Et donc le risque, c'est pas juste le risque que vit l'enfant, mais aussi le risque que nous pensons qu'il va faire subir aux objets autour de lui. Et on voit quand l'enfant interagit avec des insectes, il peut être très sensible, très subtil, très délicat. Donc en fait, c'est en cela qu'en donnant confiance aux enfants, petit à petit, ils
peuvent, et je rajoute à cela aussi la réaction à l'ennui. Les enfants qui ne sont pas habitués à l'ennui subissent beaucoup plus d'anxiété quand ils n'ont rien à faire, mais les enfants à qui on laisse le temps de s'ennuyer, petit à petit, ils commencent à le vivre d'une façon comme une opportunité d'explorer. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui prend du temps. La confiance, bien sûr. C'est quelque chose qui demande une posture de l'adulte réfléchie avant que le jeu commence. Hein. C'est-à-dire que si l'adulte il est sur la tête de l'enfant en train de le suivre pour le sécuriser, ça ne va absolument pas permettre le jeu libre. Par contre, réfléchir qu'est-ce qui existe dans ce lieu avant l'arrivée de l'enfant et le laisser librement après, avec bien sûr une distance qui fait qu'il ne se sent pas managé en quelque sorte par l'adulte, parce que c'est la définition même du jeu libre. Oui, super. Vous avez dit plein de choses très intéressantes. En fait, ça me fait écho avec... En fait, ce que vous dites déjà, moi, j'entends que finalement, lui permettre cette exploration, moi j'appelle ça le challenge juste, dans le sens où c'est lui qui, depuis sa zone de confort, va petit à petit se fixer des challenges, mais depuis lui. Oui. Et du coup, ça invite le professionnel à ne pas lui tendre des challenges qui viendraient depuis l'adulte, qui seraient de la surstimulation, mais qui ne viendraient pas de cette première marche à atteindre depuis là où il en est lui. De pouvoir être dans ce juste effort, juste challenge qui a du sens. Il y a un dispositif qui donne ça tout le temps, c'est la nature. La nature, elle présente des branches plus ou moins hautes, des cailloux plus ou moins lourds, des pierres. En fait, la nature, c'est vraiment le terrain idéal pour que ce challenge juste soit présent. Et en plus, elle est changeante tous les jours. Il y a toujours une branche qui tombe par là. Il y a toujours. Et moi aussi, je rajouterais, mais je sais que ça se complique. La ville elle-même, la rue, quand elle est fermée pour que l'enfant joue, elle est extraordinaire pour l'enfant. Elle est. Voilà. Donc en fait, je pense que revenir à l'idée de l'espace de la petite enfance n'est pas entre quatre murs nécessairement. Complètement. Ce que j'entends aussi, c'est que finalement, ça lui permet de se rapprocher de sa conscience et de le responsabiliser aussi. Quand vous dites de pouvoir faire en sorte de manipuler des matériaux d'une certaine manière en fonction de la fragilité, de prendre soin des animaux, éventuellement des insectes qu'on peut voir parfois dans des crèches, ou bien même d'un autre enfant qui jouerait à côté de lui. Enfin, tout ça, c'est super intéressant. Enfin, c'est même très très intéressant pour sa vie, enfin dans son développement relation psychosociale. Ça, je pense que aussi ça ne s'arrête pas à l'enfant. C'est-à-dire quand on est regardé comme étant capable, on le devient. Le regard porté par l'adulte sur l'enfant peut lui donner ou lui enlever toute confiance. Oui, complètement. Par rapport à la notion d'ennui, effectivement, je constate que les professionnels amènent derrière ce mot quelque chose d'anxiogène, surtout pour elles, avec un besoin parfois d'occuper l'enfant sans observer ce qui se passerait par magie, parce qu'on le remarque très très souvent, la création de cet espace de créativité, justement comme vous l'avez dit, au moment où l'enfant se pose avec lui-même et s'interroge sur ce qu'il est, ce qu'il fait et ce qu'il appelle. Dans une structure, il y a parfois une confusion, une peur de l'ennui parce que peur du chaos qui suit, en collectivité en tout cas. Ce qui est très important, et peut-être que vous allez pouvoir me soutenir là-dedans et puis me donner plus d'éléments, c'est contenir l'ennui. Non pas par la proposition qu'on va faire pour qu'il en sorte, mais par rapport à notre présence et notre vraie présence psychique avec lui et notre éventuellement disponibilité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire dans cette notion d'ennui? Parfois, il y a quelque chose qui se délite dans le lien avec
Oui. professionnelle. Ouais. Alors, c'est un apprentissage, comme je le disais, les enfants qui ne sont pas du tout sensibilisés à l'ennui vont très mal le vivre. Je cite Mm. Bertrand Russell qui disait que la meilleure chose qu'on peut apprendre aux enfants, c'est d'aimer leur propre compagnie. Et je pense que c'est Mm. vraiment un enfant qui s'allonge et commence à rouler par terre et à chantonner parce qu'il s'ennuie. Il est dans un Mm. très bon état. Hein. C'est un état qui active le réseau par défaut du cerveau, qui est un réseau qui n'est pas le réseau exécutif, donc qui est un réseau qui rêvasse, qui est très important aussi. C'est important. C'est un peu, moi j'aime bien dire, c'est le spa du cerveau. C'est-à-dire que voilà, on est là, mais en fait Mm. on se recharge. Donc des fois, on cherche toujours cette idée que l'ennui fait surgir la créativité. Mais des fois, on peut se dire aussi Mm. que ça ne doit rien surgir. On doit juste s'ennuyer et puis c'est tout. Ça veut dire ne rien faire. Et Mm. parce que il se passe des choses dans le corps et dans le cerveau quand on est dans ces états-là. On structure, on se repose, on se recharge, on rentre dans des états méditatifs. Ne rien faire dans un train, par Mm. exemple, et regarder, au bout d'un moment, on commence les pensées qui viennent, des pensées qui sont automatiques. Donc voilà, il y a deux choses à savoir, c'est que l'ennui est un état qui est important en lui-même parce que il peut permettre à l'enfant de se recharger et de créer, mais il faut aussi apprendre aux enfants d'aimer cet état, de l'accepter et de ne pas se sentir coupable, de ne pas répondre aux sollicitations de qu'est-ce qu'on fait. Mm. De dire à l'enfant que Mm. on fait rien, on se repose. Ça va faire que l'enfant va Mm. chercher autour de lui un objet pour en découvrir, et ça peut être d'ailleurs une très bonne initiation du jeu libre. Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on a joué dans notre enfance? Je ne sais pas si ça parle, ça dépend des générations, des personnes qui nous écoutent, mais nous, ça partait de l'ennui, ça partait on ne sait pas ce qu'on Bien fait, sûr. on retrouve des copains qui savent pas ce qu'ils veulent faire. Et pour les enfants, pareil, nous, on récupérait des morceaux de tissu, on en faisait des costumes, voilà, et ça peut être très intéressant de ne pas céder à la sollicitation de l'enfant. Il ne faut pas se sentir coupable parce que on ne vient pas remplir sans cesse l'agenda des enfants qui ont besoin de temps de récupération, de temps de consolidation de la mémoire, parce que aussi ce qu'ils apprennent, ils ont besoin de le consolider, et ça se fait dans des moments comme ça, de pause, dans lesquels il y a des réseaux du Mm. cerveau qui s'organisent, voilà, sans qu'on soit en train de faire quelque chose. Oui, 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 complètement. J'ai fait l'expérience, moi j'ai récemment déménagé en pleines vacances et, et avec mon conjoint et puis les enfants, j'ai senti que les enfants me disent mais on n'a pas encore les jeux de sortie, on, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va s'en sortir. Enfin, il y avait les cartons qui se vidaient au fur et à mesure et puis on s'avère qu'on n'avait pas réellement de quoi aménager les espaces de jeu. Il s'est passé un certain nombre d'heures, parce que ça n'a pas duré très longtemps en fait, hein, mais c'était un petit peu compliqué pour eux, peut-être Oui. d'être auprès de cette sensation de vide. Et puis rapidement, on les a vus déambuler comme ça, chacun dans leur coin. Et puis après, se poser à rien faire en fait, en tout cas à être. Oui. Et puis après de faire avec les cartons, et ça a été l'équivalent de 8 jours, Oui. en tout cas. Et puis pour toute la suite, on a eu l'impression que ça leur a créé une relation avec l'environnement tout autre que si on avait probablement aménagé dans un environnement déjà tout finalisé avec les coins jeux, etc. Oui, Vous voyez. mais le déménagement, Et ça, ouais. c'est un superbe Mm. apprentissage. Apprendre comment on range les Ouais. objets, comment on fait usage des lieux. Tout ça, c'est des apprentissages très utiles Mm. pour la vie. Il faut rappeler aussi que notre espèce, Mm. elle a évolué en faisant ça sans division entre les générations. Les enfants aidaient C'est vrai. les préadolescents aidaient les adolescents. C'est très, et les cartons en plus, les cartons, s'il y a un objet dans lequel on peut imaginer des jeux infinis, c'est des cartons. Donc oui, par exemple, un déménagement, c'est une possibilité de jeu, de Ouais. création et d'appropriation du lieu.
Complètement. Ouais, complètement. Je voudrais revenir sur une notion que vous avez rapidement évoquée tout à l'heure par rapport à la tolérance à l'erreur, la, la, la relation entre le jeu libre et la tolérance à l'erreur, l'apprentissage. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus précis? Alors déjà, quand il y a une erreur, le cerveau, il se met dans un éveil particulier qui est très important pour l'apprentissage. Donc des fois, j'entends, il faut apprendre même s'il y a des erreurs. En fait, non. L'apprentissage, il devient plus intéressant après une erreur. Parce que l'erreur, en fait, c'est quoi? Je veux dire, dans le cerveau, c'est quoi? C'est une erreur de prédiction. C'est-à-dire tout se passe bien et puis hop, ça se passe pas comme je l'ai prédit, ça se passe pas comme je le sentais. Et ben en fait, ça nous met dans un état d'alerte qui est très intéressant parce que on mobilise de l'énergie pour venir rétablir l'équilibre en quelque sorte, donc corriger l'erreur de prédiction. Et la façon avec laquelle on perçoit les erreurs, si on les perçoit comme quelque chose de menaçant, ça se transforme en anxiété. Et si on a un rapport dans lequel on considère que l'erreur, c'est une partie de l'apprentissage, ben en fait, on s'intéresse à ce qui se passe. Donc, ça devient une opportunité d'apprentissage. Donc, voilà, ça, c'est très lié au langage, c'est très lié à la façon avec laquelle les adultes réagissent aux erreurs. Alors, il y a dans la pédagogie qu'on appelle growth mindset, il y a la notion de not yet, pas encore, pour dire que quand il y a une erreur, ça veut dire que ce n'est pas encore maîtrisé. Ça veut pas dire que c'est fini, ça veut dire qu'on est sur une courbe de développement. Et ça ramène le focus de la personne, de l'enfant, vers le processus d'apprentissage. Et donc, il ne le prend plus pour son ego, en quelque sorte. J'ai échoué, je suis mauvais en cette chose. Parce que les enfants aussi, ils ont tendance à se dire, je ne sais pas faire cette chose, point. Donc, de se dire, non, tu ne sais pas encore faire cette chose. Donc, de revenir pour lui faire, pour partager avec lui, pour modéliser une réaction à l'erreur, dans laquelle on la considère comme un passage, comme une partie de l'apprentissage. Donc, c'est très important de s'intéresser aussi au vocabulaire utilisé par les adultes pour ne pas engouffrer l'enfant dans son propre ego et porter son intérêt sur le processus et pas sur lui-même. Oui. Et cette notion de vocabulaire de l'adulte, elle est très intéressante à travailler. Je remarque lors de mes observations ou en formation que finalement, ça vient toucher à la relation à l'erreur de la professionnelle qui peut-être dans son enfance n'a pas eu la chance d'être portée de cette manière vis-à-vis de, en tout cas, ces erreurs de prédiction. Oui. Et en fait, c'est finalement des mots qui sortent un peu depuis sous forme d'automatisme, quoi, en lien avec leur expérience personnelle. Et donc ça, c'est intéressant, mais c'est pas facile à travailler. Non. On remarque que ça met beaucoup de temps pour les professionnels. Non, mais c'est possible de le travailler. C'est possible. Bien sûr. Le travail de Carol Dweck, quand elle travaille avec les enseignants, elle montre que au bout de quelques semaines, il y a un autre vocabulaire qui se met qui se met en place. C'est comme tout automatisme. Il faut le déconstruire. Il faut le croire profondément aussi par rapport à soi. Donc ça veut dire de aussi vivre cela comme ça quand nous on fait des erreurs en tant qu'adultes. Ça veut dire que notre réaction face à l'enfant, parce que l'enfant il absorbe nos réactions, il faut que ça soit en cohérence. Donc il faut qu'on modélise aussi un rapport qui est tolérant à nos propres erreurs, qu'on en rigole, qu'on se dise tiens qu'est-ce qui s'est mal passé. Voilà, on montre à l'enfant aussi que c'est la culture. C'est une culture de l'erreur. Mais oui, je conçois que c'est compliqué, ça l'a été pour moi. Mais en fait, voilà, il est possible de travailler nos vocabulaires. Comme on apprend une langue, on peut en fait finir par... mais collectivement, je pense que c'est plus collectif qu'individuel. Et c'est pour ça d'ailleurs que... Quand une institution adopte cette forme de culture-là, c'est plus facile parce que il y a un vocabulaire qui se met à circuler collectivement. C'est vrai, c'est une forme d'engagement collectif et on s'accompagne en fait mutuellement à ça. J'ai beaucoup de collègues, professionnels, qui disent que finalement, en s'interrogeant réellement sur l'enfant, ses besoins, elles ont commencé un parcours de développement personnel, quoi, parce que c'est un changement de mindset pour elles, pour pouvoir accompagner au mieux les enfants. Et par rapport à ça, donc on peut faire un lien direct entre le jeu, en tout cas notre façon de permettre d'accompagner
le jeu et l'estime de soi, le développement de son estime de soi. De l'enfant, ou vous voulez dire? Oui, de l'enfant. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. En fait, l'estime de soi, c'est quelque chose qui est souvent confondu avec la confiance en soi. Oui. L'enfant, il peut très bien ne pas avoir confiance en lui parce qu'il est en train de développer. C'est très sain de ne pas avoir confiance quand on n'a pas la compétence. Ce qu'il ne faut pas confondre avec l'estime de soi. C'est-à-dire on peut avoir une estime de soi, ça veut dire qui est inconditionnelle, tout en disant dans ce domaine, j'ai autant de confiance, dans celui-là, j'ai autant de confiance, c'est très sain. Et ce qui d'ailleurs permet à l'enfant de mesurer les risques qu'il est capable de prendre, de savoir qu'il n'a pas les mêmes compétences que les autres. Ça, c'est très sain aussi. Mais il n'est pas dans la compétition parce qu'il a une estime de lui-même, en fait, qui est suffisante. Donc, je pense qu'il y a une confusion un peu dans ces deux thématiques qui font que pour ne pas risquer de perdre, l'enfant ne va pas s'aventurer là où il n'est pas bon, alors qu'en fait, il faut commencer en étant nul. Sachez que si on peut apprendre aux enfants de commencer quand on est nul, et que c'est vraiment le début de tout apprentissage, apprendre à lire, on ne sait rien lire quand on a 4 ans, et puis petit à petit on commence à lire, et revenir sur ces expériences dans lesquelles ils ne connaissaient rien, et puis ils sont gagnés en confiance, et ben en fait on leur montre que la confiance, elle s'acquiert avec la maîtrise. Et c'est en ça qu'on commence à désirer la maîtrise. Parce que je pense que aussi Montessori c'est sensible à cette idée que il y a une maîtrise qui suit le rythme de développement de l'enfant, qui une fois que cette maîtrise elle est accomplie, l'enfant il peut même la donner aux autres. Et ça c'est quelque chose qui, si tu veux le faire alors que tu n'en es pas à la compétence, bah, c'est une surconfiance. Donc c'est bien aussi que la confiance accompagne le niveau de compétence, mais que ça ne soit pas une confiance en soi, mais une confiance en la compétence que j'ai. Donc c'est très différent. Et pareil, hein, c'est quelque chose qui vient dans le vocabulaire échangé avec l'enfant, dans lequel maintenant le niveau il est là, et c'est très intéressant parce que par rapport à la semaine dernière, tu arrives à faire ça. Donc on lui montre qu'il y a une courbe de développement, et on lui dit petit à petit, on va arriver à faire ça. Et par contre, le regard qu'on porte sur lui, il est tout le temps, toujours, un regard qui est dirigé vers une personne capable, une personne, donc en fait, c'est en ça qu'on lui montre que notre estime pour lui, elle est inconditionnelle et elle est égale à l'estime qu'on porte aux autres enfants aussi. Oui, oui. Égale à l'estime qu'on porte aux autres. Ils ne sont pas les enfants, ils savent qu'ils n'ont pas les mêmes compétences. Ils savent qu'ils n'ont pas les mêmes compétences, mais c'est en ça qu'on dit qu'on vous estime tous pareil. Mais il y a différents niveaux de compétences que vous avez. Et d'ailleurs, l'évaluation, elle vient donner une forme de feedback sur là où vous en êtes. Elle n'est pas là pour évaluer la personne que vous êtes, mais elle est là pour dire où est-ce que tu en es dans ce processus. Et là aussi, le travail de Carol Dweck, c'est pour dire comment ce feedback doit être donné, de sorte, est-ce que je ne dis pas tu es brillant, tu es magnifique, est-ce que je parle plutôt de ce qu'il est en train de faire et pas de lui. Oui, complètement. Ça se rapproche, oui, aussi de toute la réflexion qu'on a en crèche sur comment on accueille l'individu, comment on conforte cette relation à lui-même dans un groupe, mais unique dans son chemin à lui. Ouais. Et puis ce que vous dites aussi en lien avec les travaux de Carol Dweck, ça me fait penser aussi à ce qu'elle permet de travailler sur le développement de la motivation intrinsèque, qui est vraiment en lien avec là où il en est depuis son focus, depuis son élan intérieur, quoi. Ouais, complètement. Super. Par rapport pour revenir peut-être à la posture des professionnels, donc là on l'a vu et encore une fois avec ce lien fait avec l'estime de soi, ça vient se réinterroger sur nous, la notion que nous avons de nous-mêmes, enfin vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de nos compétences et du développement. Comment les professionnels se positionnent finalement en tant que guide,
ce qui est très frustrant, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on met dans la définition de guide, sans que ce soit une stimulation qui entrave le développement. Enfin, c'est des questions qu'on se pose beaucoup dans la prise en charge d'un enfant, surtout dans le groupe. Quels conseils on pourrait donner pour permettre aux professionnels d'aiguiser leur observation? Cette notion qui est un peu floue, parce que c'est pas toujours évident de permettre aux professionnels d'avoir une observation professionnelle, justement. De Je sais pas si ma question est très claire. là où on est l'enfant dans le développement de la compétence. Oui, c'est ça. Alors, on n'a rien inventé de mieux que plusieurs personnes, c'est-à-dire de rajouter le nombre de personnel. Ouais. Enfin, je veux dire, la pression parce que il y a plusieurs rôles que doivent occuper les adultes dans une institution. Il y a la sécurité, il y a répondre aux besoins physiologiques de l'enfant. Ça dépend des âges, mais il y a des enfants qui ont des besoins ils sont fatigués, ils ont faim, ils sont malades. Donc il y a aussi, souvent d'ailleurs dans les crèches, quand on regarde de près, la majorité du temps, on n'est même pas en train de penser le développement des compétences de l'enfant, parce que on est submergé par les tâches de changer les bébés, de leur donner la sieste. Donc, il faut aussi qu'on n'idéalise pas la possibilité que les adultes qui s'occupent des enfants sont disponibles, n'ont rien d'autre à faire que de s'occuper de développement de leurs compétences. Il faut aussi penser les conditions de travail. Je suis très sensible à ce sujet, parce que c'est un métier qui est très difficile. Il s'agit d'êtres qui ne sont pas en autonomie parfaite, qui ne sont pas en conscience de leurs propres besoins. Souvent, il faut les aider à définir est-ce qu'ils sont fatigués, est-ce qu'ils ne sont pas assez dormis. Donc, il y a tout ça d'abord à faire. Moi, je reviens à cette notion d'attention. On a l'attention que nous avons, l'observation que nous pouvons mener, elle est limitée. C'est une réserve limitée. Elle est épuisable. Et donc, pour qu'on soit disponible pour observer où est-ce qu'il est l'enfant, il faut aussi qu'on ait des conditions de travail qui permettent cette disponibilité. Donc, du coup, je ne vais pas répondre en rajoutant des choses à faire aux individus. Je veux dire qu'il faut penser les conditions de travail de sorte à ce que l'adulte soit disponible pour faire cette observation. Et à partir de là, il y a en fait l'observation, ça d'ailleurs, on voit ça dans ce qui se passe entre le parent, le principal parent qui prend soin de l'enfant, que c'est souvent la mère, mais ça peut être très bien le père. Et en fait, l'observation, elle n'a pas de règles, elle se construit dans les interactions. Elle se construit dans les interactions, et au bout de quelques semaines, il y a déjà une sensibilité à ce que le bébé demande à l'adulte et vice-versa. Donc, pour que cette interaction ait lieu, il faut qu'il y ait l'espace, le temps, les conditions nécessaires pour ne pas qu'on se retrouve à s'occuper de 7-8 enfants en même temps, et donc on finit par rien de se passer, par ne pas du tout observer. Bien sûr. Oui, c'est vrai que je suis aussi très sensible aux conditions de travail, et certes, je vous rejoins complètement. Il s'agit pas d'amener une surcharge même mentale en plus aux professionnels, sans qu'il y ait d'abord des conditions de travail qui leur permettent de se poser et de se sentir suffisamment sécure. Parce que c'est ça qu'on peut constater dans des environnements où les conditions de travail ne sont pas réellement pensées, ou alors que peut-être les personnes n'ont pas conscience de ce qui est utile pour pouvoir bien prendre en soin les enfants. Et ça provoque une forme d'insécurité de la part des professionnels, et effectivement, elles ont du mal à être, comme je dis, dans leur corps, ou en tout cas à être au plus près de cette mission. Et c'est souvent la mission qui les anime en plus, puisque c'est pour ça. Mais je vous rejoins totalement. Et je pense que des conditions de travail, lorsqu'elles sont bien réfléchies, permettent même à la professionnelle d'accompagner ses compétences, ce jeu, même dans les moments de transition et un peu plus sanitaires. Ce qu'on peut observer, c'est que finalement, ça se prolonge sur tous les moments, enfin, du quotidien de l'enfant, quoi. Enfin. Oui. Ouais.
Merci beaucoup pour cet échange. Merci. Je pense que on a balayé énormément d'éléments importants. On pourrait en parler encore quelques heures, j'en suis certaine. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous accordez. Moi, vous êtes pour moi en tout cas une grande inspiration. En tout cas, je en tant que formatrice et professionnelle de la petite enfance, je suis très inspirée, je vous le dis avec beaucoup d'émotion par vos travaux, ce que vous permettez aussi de réflexion, de questions à se poser, de cheminement. En tout cas, vous avez été partie des pierres qui me permettent aujourd'hui d'avoir cette sensibilité, ce questionnement. Voilà, j'ai pas probablement toutes les réponses, mais je développe ma façon de me poser des questions et notamment grâce à la façon dont vous abordez les sujets. Je voulais vous en remercier vraiment. Merci beaucoup. Merci, ça me touche beaucoup. Merci. À bientôt, Sama. À bientôt. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour nous laisser quelques mots sur votre expérience et je me ferai aussi un plaisir de répondre à vos questions. Pour aider à notre visibilité, partagez ne serait-ce qu'à 2 ou 3 personnes autour de vous vos épisodes préférés. Mettez-nous 5 étoiles et mieux, un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour de nouvelles petites transmissions.